Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous Club Foot de retour avec énormément d'actu cette semaine, autant pour le Club AC que pour le Club Malherbe, mais pour les deux clubs professionnels, on va y venir dans quelques minutes. La première grande partie de ce Club Foot de cette semaine, c'est évidemment lié à l'actualité et à la Coupe de France. Ça y est, c'est officiel, les clubs amateurs, la voie amateur, on va y revenir, a autorisation de reprendre la compétition à hauteur du 6e tour. Mais dans quelles conditions? On va disséquer, on va analyser tout ça, on va donner nos avis avec comme invité aujourd'hui Aurélien Renaud de Foot Normand. Salut Aurélien. Ouais, salut à tous, salut Sylvain. Salut à toi Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Bonjour à tous, salut Sylvain. Et salut au coach qui fait son retour parmi nous. Meilleurs vœux, coach Jo Gallon est avec nous aujourd'hui. Salut Jo. Bonjour à tous, et puis je vous présente aussi mes meilleurs vœux à tous les auditeurs et un plaisir de vous retrouver, parce que ça a été un petit moment avec les fêtes de Noël et les diplômes où j'avais pas trop de temps pour moi, mais content de vous retrouver. Eh bien pareil pour nous coach, eh bien on va avoir des choses à dire, notamment sur le foot amateur. Et je vais ouvrir avec vous, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. On a vu la Fédération française de football il y a quelques heures, tout d'un coup, sortir un communiqué comme ça, presque venu de nulle part, comme quoi étaient autorisés à reprendre sous couvert du ministère des Sports les clubs amateurs engagés en Coupe de France. Mais il y a plein de mais à cette reprise. Il y a des mais organisationnels et puis il y a le premier mais qui a fait bondir la quasi-totalité des présidents de clubs. C'est que le premier rendez-vous, c'est dans moins de 10 jours. Votre réaction par rapport à ça? Ouais, effectivement, Sylvain. Alors j'ai suivi cette décision qui me semble un petit peu absurde, voilà, parce que ça fait quand même de longues semaines que les clubs amateurs ne s'entraînent pas. 10 jours pour se préparer. Bon, je pense que le coach Gallon va pouvoir nous expliquer que c'est pas forcément idéal pour les amateurs. En plus, si je me trompe pas, Sylvain, il n'y a pas de dérogation au couvre-feu. Absolument. Donc ça va être compliqué pour s'entraîner, puisque comme chacun sait, les amateurs ont tous un boulot. Donc voilà, c'est fait un petit peu à l'arrache. Ça ressemble à une Coupe de la Ligue déguisée où on va protéger presque les clubs pros. Je ne sais même pas si ça va se finir avec les clubs amateurs finalement. Bon bah c'est dommage parce qu'on aime tous cette compétition. C'est une belle compétition. Alors on sait évidemment que le contexte est compliqué, hein. Je dis pas que c'est évident évidemment à gérer, mais ouais, un petit peu déçu de la manière dont ça se passe et de comment on brocarde un petit peu le foot amateur. Bon alors très clairement, on va, et là je le prends pour moi Maxime, on va inclure dans ce foot professionnel les équipes de National 1 qui n'ont pas connu d'arrêt, qui jouent, qui ont que des joueurs salariés. Et là je me tourne vers vous, coach Gallon, vous êtes à l'US Grandville, équipe de National 2, vous êtes à l'arrêt depuis le mois d'octobre, terminé les compétitions, terminé les oppositions. Quand on est club de National 2 comme vous l'avez été à maintes reprises, encore qualifié à ce stade de la compétition, comment on va faire pour gérer cette reprise presque instantanée dans les clubs, Jo? Premièrement, les clubs de National 2 ont quand même le droit de s'entraîner. Ça, c'est la première chose, hein. Si on prend le prochain match de Flers contre Rouen, par exemple, Rouen, ils s'entraînent depuis 2 mois, tous les jours. Mais pas Flers. Et pas Flers. Parce qu'il y a deux statuts. Il y a les joueurs sous contrat fédéraux, qui, eux, c'est leur travail et peuvent s'entraîner. Et dans les clubs de National 2, il y a beaucoup de contrats fédéraux. Et puis, de la National 3, un petit peu. Et la DH, pratiquement pas, voire 1 par club ou 0. Ce qui fait qu'ils ont tous un travail à côté. Et forcément, ils ne peuvent pas s'entraîner. C'est aussi simple que ça. Comment, au bout de 3 mois, vous avez 11 jours pour préparer un match? C'est complètement absurde. Voilà. Est-ce que c'est un danger pour les organismes? Là, je parle aux préparateurs physiques que vous êtes aussi quelque part, on le rappelle avec Fabio Martins à vos côtés, du côté de Grandville. Physiquement, c'est peut-être même dangereux pour les joueurs, non? Bien sûr que c'est dangereux quand vous n'avez pas eu d'activité ou très peu et qu'on va vous demander un match à haute intensité, parce que la Coupe de France, on sait ce que ça représente, c'est des matchs à très haute intensité, peu importe le niveau. Ça peut être très bien du niveau district où les joueurs vont se surpasser, du niveau national, du niveau pro. Tout le monde se surpasse quand c'est la Coupe de France. Donc forcément, qu'on risque d'avoir des gros problèmes, de blessures. Mais moi, il y a quelque chose que je me dis quand même. On fait prendre des joueurs pour faire un match, et derrière, ils arrêtent tout. Donc ils n'ont plus le droit de s'entraîner, plus le droit de jouer. C'est la règle aussi, ouais. Bon, alors, je vais pas m'exposer trop longtemps sur ce sujet parce que j'en aurais trop à dire et puis j'ai un devoir de réserve. Mais une Coupe de France, c'est la coupe. C'est la coupe de tout le monde. Tout le monde doit jouer les uns contre les autres, les amateurs contre les professionnels. Et c'est pas la Coupe de France que j'aime et celle que j'ai vécue pendant 7 ans à Grandville.
Après, est-ce qu'aujourd'hui, il faut poser la question, je pense, c'est même pas à moi, je pense qu'il faut poser la question aux coachs de niveau amateur. Est-ce qu'ils sont heureux de jouer? Est-ce que ça leur fait plaisir de jouer? Est-ce qu'ils sont prêts à jouer? C'est surtout eux, parce que je vous dis, les plus démunis, c'est pas les clubs de N2 ni national, hein. C'est les clubs de N3 et de DH. Et puis en dessous, voilà. C'est ceux qui font justement le terreau de cette Coupe de France depuis plus d'un siècle maintenant. Aurélien Renaud, je me tourne vers vous de foot normand. Ces entraîneurs qui sont encore en course, on pense notamment à Ouest Cotentin, on pense à Falaise, on pense aussi au Val de Reuil, à tous ces clubs normands purement amateurs qui vont reprendre. Eh bien, pour faire suite à ce que vient de dire le coach Gallon, Aurélien, est-ce qu'ils ont envie de reprendre eux? Bah, pour prendre un petit peu le même exemple qu'a cité Jo il y a quelques instants, si on prend l'exemple du coach Tony Rouillon du côté du FC Flair, évidemment qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de réserves parce que bon, tout a été plus ou moins dit sur le sujet, mais vous prenez l'exemple du FC Flair. On est dans une période où au FC Flair, on n'a pas les installations spécialement pour lutter contre les conditions climatiques hivernales, donc avec des terrains qui sont forcément abîmés. On va reprendre vraiment à tâtons sans vraiment savoir si du jour au lendemain les choses peuvent continuer. Il y a qu'à regarder la météo de cet après-midi pour s'en rendre compte, par exemple, avec des conditions, il me semble, qui ne sont pas extraordinaires sur la Normandie. Vous prenez à côté de ça des joueurs qui avaient pris certaines dispositions parce qu'évidemment, ils n'étaient absolument pas prêts à jouer. Alors, il y en a, je crois savoir professionnellement, qui avaient même pris quelques libertés parce qu'ils ne se disaient pas qu'il allait y avoir des entraînements qui allaient pouvoir se caler dans le programme. C'est vrai que c'est difficile à gérer parce qu'il y a l'immédiateté de la décision qui arrive et qu'on est un petit peu pieds et mains liés. Donc, pour reprendre l'exemple de Tony Rouillon, bah, effectivement, on n'est pas forcément enchanté, mais de l'autre côté, pour m'être entretenu hier avec David Gigel, le coach du FC Rouen, on n'est pas forcément beaucoup plus heureux parce qu'on n'a pas le temps, par exemple, ni le droit d'ailleurs, d'organiser ne serait-ce qu'une confrontation amicale. Donc ça, c'est un problème pour trouver ses repères, mais on est aussi un petit peu forcément embarrassé parce qu'on mesure sa chance du côté du FC Rouen et on est déjà face à un match où il y a un déséquilibre qui d'ores et déjà est créé. Donc c'est toujours difficile de se positionner, même dans le sens de ceux qui ont eu la possibilité de s'entraîner parce qu'il y a forcément une petite gêne qui s'installe par rapport à un club de R1 qui n'a pas eu la même chance. Donc forcément, les clubs et les coachs sont un petit peu pantois à l'heure actuelle. Alors, à l'heure où on parle, les matchs sont toujours programmés le week-end du 30 et 31 janvier parce qu'il y a eu une rumeur qui a enflé hier durant toute la journée sur le potentiel décalage d'une semaine pour permettre à ces clubs amateurs de récupérer un petit peu de temps en inversant une journée de National 1 seulement. Pour l'heure, ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est encore en discussion et il n'y a rien d'officiel. On se base donc sur le 30 et le 31 janvier. J'ai envie de terminer cette partie Coupe de France avec vous et en étant peut-être encore un peu plus incisif, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Est-ce que ce système-là, cette manière de faire, ce calendrier proposé, parce qu'on le rappelle, ce sera tout le mois de février pour la voie amateur, est-ce que tout cela mis bout à bout ne permet pas de penser qu'en fait la Fédération française de football veut impérativement terminer sa compétition pour avoir droit aux droits télé de France Télévisions et d'Eurosport et éviter de perdre 40 millions d'euros? Ben, on sait bien que c'est l'argent qui décide de beaucoup de choses, Sylvain, malheureusement. Après, voilà, je vais rejoindre le Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça ressemble à une Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, c'est quoi? C'est les pros, hein. C'est les pros et pour faire des sous. C'est ça. Donc on a essayé de. Au départ, on pensait même que cette Coupe de France n'allait pas du tout avoir lieu, et puis on a essayé de sauver les meubles en faisant une formule un petit peu spéciale qui ressemble beaucoup à une Coupe de la Ligue avec des clubs de Ligue 1, voilà, qui sont protégés, mais bon. C'est encore une fois, je disais, c'est une situation qui est complexe. J'aimerais pas non plus être à la place des dirigeants de la FFF. Et puis simplement pour les amateurs, je pense que, comme l'a dit le coach Gallon tout à l'heure, il faut discuter avec eux, voir ce que eux préfèrent, voir comment on peut leur organiser au mieux possible tout ça, parce que finalement ça a quand même pas l'air d'être la tendance, Maxime, parce que non seulement on discute pas avec eux, on leur impose un calendrier, mais en plus de ça, pour l'organisation des matchs, c'est une folie. Test PCR 3 jours avant, test antigénique le jour J, présence d'un médecin au stade pendant toute la journée d'organisation de la rencontre, organiser les rencontres à 14h l'après-midi pour respecter le couvre-feu derrière puisqu'il n'y a pas de dérogation. Ça ressemble quand même à un parcours du combattant, cette histoire. C'est ça, c'est Koh-Lanta mais sans Denis Brognard, quoi. Donc, ça... Je sais pas
quoi dire de plus, tellement ça semble une machine, une usine à gaz. Donc bien du courage au club amateur, et puis j'espère qu'on sortira plus vite de cette situation. Faut pas oublier, Sylvain, l'essence même quand même de la Coupe de France, c'est aussi d'avoir du public dans les stades. Évidemment. Absolument. Moi, mes souvenirs de Coupe de France, c'est à huis clos, évidemment. C'est une ambiance. Ben donc oui. ça, déjà, on enlève ça. C'est des rentrées d'argent en moins dans les clubs amateurs. Absolument. J'ai du mal à comprendre l'objectif. Ça se trouve, on va jouer un match, on va être confiné dans 15 jours, 3 semaines. La Coupe de France va être terminée. Donc ça veut dire qu'on attrape moins le Covid en Coupe de France qu'en championnat? Ah mais c'est ça aussi la question, et David Giguel l'a posé aussi à votre niveau, Jo, en National 2, et le championnat, on fait quoi? Eh oui, alors, moi j'ai l'impression qu'on est à deux mesures, on est à deux vitesses. Mais la Coupe de France, il n'y a pas de problème. On n'attrape pas le Covid en Coupe de France. Voilà. Et puis en championnat, on a des chances de l'attraper. Bon, il y en a qui vont pas l'attraper, le Covid, en Coupe de France. Ce sont nos amis havrais, et c'est l'heure justement de plonger dans le club-hack. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Et on plonge dans l'actualité des Ciels et Marines. Cette Coupe de France, effectivement, ils ne la verront plus. Les Ciels et Marines battus mardi après-midi dernier par le Paris FC 1-0. Mais au-delà de cette défaite et de cette sortie en Coupe de France et à ce 8e tour de la voie professionnelle, on va vraiment plonger dans la vie du Havre. Ça va vraiment très mal du côté du HAC. Aurélien Renaud, on va dépeindre le tableau. Les Havrais aujourd'hui sont tout bonnement plus proches de jouer le maintien que toute autre chose finalement. C'est simple, si vous rajoutez le match de Coupe de France, vous allez retrouver une statistique qui fait mal. C'est une victoire sur les 12 derniers matchs. C'était le succès à Chambly le 5 janvier, qui n'a pas été suivi d'effet malheureusement derrière. Alors c'est le collègue Mathieu Billot, qu'on salue d'ailleurs, qui était à Océane pour le match contre le Paris FC. Manifestement, c'était pas forcément plus reluisant que les dernières sorties havraises en championnat. Pour l'instant, effectivement, vous l'avez déjà dit, si les choses en restent là, il n'y a même pas de question à se poser, c'est purement mathématique. Le Havre va se retrouver effectivement à devoir se battre pour ne pas couler, parce que s'il n'y a pas de réaction du côté du Havre, il y en a un petit peu derrière. Il y a des clubs qui se remettent à gagner. Je pense notamment à Rodez, par exemple, ou des clubs qui sont mal embarqués depuis le début de la saison, comme Chambly, qui peu à peu prennent un petit peu la mesure du championnat. Donc, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que le Havre n'a jamais que 5 points d'avance sur la place de barragiste. Donc, absolument, effectivement. et c'est la situation des Havrais sur le plan comptable aujourd'hui. Coach Gallon, je me tourne vers vous inévitablement. Ces périodes de disette, voire en ce moment même presque de famine du côté du HAC en termes de points, de qualité de jeu, de buts marqués, on les connaît. Paul Le Guen est-il impuissant selon vous face à ça aujourd'hui? C'est une bonne question, Sylvain. Moi, j'ai trouvé, depuis que Paul Le Guen avait repris le club, toujours droit dans ses bottes, toujours il savait où il allait, même dans des moments un peu difficiles, il a calmé la tempête. Et là, je le trouve, comme l'autre jour à la conférence de presse, un peu perdu. Il a du mal à trouver les arguments nécessaires à la situation. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un mal-être dans le club en ce moment. Entre ce que lui souhaite faire et ce qu'il peut vraiment faire. On a vu les supporters la dernière fois grogner un peu par rapport à l'investissement. On voit le départ de Kadewere qui n'a vraiment pas été remplacé, donc leur rentrée d'argent. Enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond en ce moment et qui rejaillit sur les joueurs. Et forcément, quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, c'est compliqué d'aligner des bonnes performances, d'avoir un contenu de match intéressant. Et si le contenu de match est moins intéressant, que vous êtes moins performant, il y a moins de victoires. Et tout d'un coup, vous êtes dans une phase où vous pensez que vous allez jouer les premiers rôles, où vous voyez que vous reculez au classement, et vous vous dites, on va peut-être jouer le maintien. Est-ce que cette équipe, mentalement, elle est prête à jouer le maintien? C'est la question parce que on n'était pas du tout parti là-dessus, coach. Justement, en début de saison, le Havre avait plutôt un effectif agréable. On se doutait bien que remplacer Kadewere n'allait pas pouvoir se faire d'un claquement de doigts non plus. Il n'y a pas eu les recrutements escomptés, mais de là à jouer aujourd'hui le dernier tiers de tableau, il y a quand même une marge. Ouais, moi je trouve une équipe pas en confiance. C'est une équipe avant qui jouait très rapidement vers l'avant. Je les trouve très mous. Est-ce qu'il n'y a pas un problème psychologique où les joueurs ne se lâchent pas? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Et le souci, c'est quand vous avez le coach qui tient toujours la barre, il n'y a pas de souci. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors j'espère que ce n'est pas une scission entre le groupe et puis Paul Le Guen. Ce serait rédhibitoire du coup là? Quand il y a scission entre un groupe et son coach, on ne peut pas inverser la situation?
ça devient très compliqué. Mais je sais pas, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre quand on entend les interviews des joueurs. On sent pas que le problème c'est le coach, mais le coach, on ne critique pas non plus les joueurs, mais on sent rien se passer. On sent un président investisseur qui est un peu caché, qui prend pas la parole. Bon voilà, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'assument pas leur rôle aujourd'hui et ça peut mettre. Vous savez, un coach, il est très vite en difficulté, même s'il est le manager du club, parce qu'il ne faut pas oublier que Paul Le Guen est le manager du club et pas uniquement l'entraîneur de l'équipe pro. Et ça peut, quand le manager est en difficulté, ça peut rejaillir énormément et avoir un impact direct sur la performance et sur les joueurs. Et forcément sur la performance individuelle. Moi, je trouve des joueurs beaucoup moins performants en ce moment. Maxime Lenormand, on est de l'autre côté de la Seine, au sud de la Seine. Votre regard sur ce parcours havrais qui est quand même très surprenant. Alors, on va pas commencer à souhaiter du mal côté malherbiste au Havrais, quand bien même ce soit les rivaux de toujours, mais c'est quand même très surprenant. Ouais, et puis moi j'aimerais revenir sur ce qui a été dit sur Paul Le Guen. J'ai vraiment l'impression qu'il est résigné. En fait, je crois que c'était tout le sens de ma question, effectivement. C'est vraiment le terme, résigné. L'impression qu'il n'a pas les solutions et presque qu'il ne peut pas en avoir en fait, qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et oui, il y a beaucoup de morosité du côté du Havre. J'ai l'impression qu'on va essayer de finir la saison un petit peu du mieux qu'on peut, en essayant quand même de ne pas se faire trop peur. Mais clairement, voilà, il y a une morosité ambiante, qui s'explique. On en a longuement parlé déjà, Sylvain, dans les clubs foot précédents, par un manque d'investissement. Oui, mais il n'y a pas eu de réaction. C'est là où je suis étonné. Comme vous le dites, on en a parlé à maintes et maintes reprises depuis l'entrée d'hiver. Et finalement, il ne se passe rien. Il y a une différence entre les paroles et les actes au niveau de l'ambition, tout simplement. Voilà, quand on vend Tino Kadewere pour entre 10 et 15 millions, je ne sais plus, cet été, et que le recrutement, j'ai l'impression, n'a pas été préparé, il n'y a pas eu de réel remplaçant. Alors, il y a Boutaïb qui vient seulement d'être qualifié, enfin, c'est hallucinant. Ouais, c'est pas chouette d'être supporter du HAC, je pense, en ce moment. Aurélien Renaud. Sylvain, juste une chose. Vas-y, ce qui est sûr, c'est que depuis le début, Paul Le Guen, il n'a pas l'équipe qu'il souhaite. Ah, mais ça, c'est sûr. Ouais. Mais il l'a déjà dit, de toute manière. Il l'a déjà dit. Ça, c'est la première chose. Donc, il a fait, bon an, mal an, il a fait avec les joueurs qu'il avait, mais je pense qu'il a dû adapter sa philosophie et son système qui ne lui correspondent pas à ses valeurs et à la philosophie que lui a de jeu. Donc, il s'est adapté. Et aujourd'hui, il s'adapte, il n'a pas de résultat. Et j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver... De lever un levier qui va permettre de faire réagir cette équipe. Et ça, c'est là on est en grand danger parfois et ça peut aller très très vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un problème à l'intérieur du club et que Paul Le Guen, il est en manque de réaction. Il s'est battu contre quelque chose qu'il ne souhaitait pas, mais au fil, quand vous battez contre quelque chose que vous n'avez pas souhaité, qui n'est pas entre vos mains, c'est compliqué d'avoir derrière des résultats. Aurélien Renaud, ma question est simple. Est-ce que Paul Le Guen peut éventuellement être en danger, son poste en tout cas, dans les semaines à venir? Est-ce que ça peut être ça l'électrochoc? C'est marrant que vous me disiez ça parce que j'étais sur le point d'intervenir pour le dire. C'est vrai que jusqu'à présent, on a l'impression qu'il a une certaine immunité, Paul Le Guen. Alors, est-ce que c'est le nom, le passé? Est-ce qu'en interne, on a fait aussi un petit peu la radiographie de cette équipe en jugeant effectivement que côté management, côté coach, côté tactique, ce qui est fait est correct et que le bas blesse au niveau de l'effectif? Je n'ai pas l'impression, en tout cas, que sur ce qu'on entend en interne du club, il y ait une remise en question directe de Paul Le Guen, alors ce qui peut paraître surprenant. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il est sympa, Paul Le Guen, parce qu'il est toujours mesuré, parce qu'il provoque jamais la polémique. Donc, quelque part, on n'a peut-être pas envie de lui tirer dessus non plus. Il y a peut-être un peu de ça, mais il y a peut-être aussi le fait au-delà du technicien en charge de son équipe première, c'est quelqu'un qui s'est implanté dans le club, qui a une importance. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres, certains de ses collègues en difficulté ou qui l'ont été par le passé doivent un petit peu l'envier parce que vu la situation dans laquelle il est englué et vu le jeu qui est proposé par le Havre depuis le début de la saison, il y a quand même beaucoup de coachs qui, à défaut d'avoir sauté, seraient à deux doigts de le faire. Alors que pour Paul Le Guen, on n'a pas ce sentiment-là. Votre solution pour relever le HAC, c'est laquelle, Aurélien? Alors la solution, c'est un petit peu ce qu'on a déjà établi, ce que disait Maxime précédemment. C'est que le recrutement pose question, la succession de Kadewere pose question. Alors est-ce que l'année dernière, la bonne saison du Havre était complètement due à Kadewere? Il y a quelques mois, on avait tendance à vouloir dire que non.
mais quand vous regardez les statistiques, ne serait-ce qu'offensive au Havre, le meilleur buteur, il est à 2. Alors, il y en a quelques-uns qui sont à 2. Il y a Jamal Thierry qui est à 2. Il y a Imad Abdelli aussi à 2 buts. Mais c'est famélique pour une équipe comme le Havre avec l'ambition offensive qui est censée être la leur. C'est famélique. Il n'y a pas de leader non plus défensif. Le milieu de terrain, on comptait beaucoup sur un joueur comme Quentin Cornet au début de saison. Et je me rappelle qu'avec vous, Sylvain, on lui tressait des lauriers. Et on était les premiers à le couvrir de louanges parce que ses premières apparitions, elles étaient intéressantes pour le Havre dans ce qui était proposé, notamment avec Victor Lécal. Et il n'y a pas de leader technique dans cette équipe havraise. Alors que ça passerait par quoi les leviers? Le recrutement éventuellement. Mais est-ce que le Havre, on est vraiment capable? Est-ce que à l'heure actuelle, on est le 21 janvier, on se rapproche petit à petit de la fin de la fenêtre du mercato. Est-ce que le Havre peut se permettre quelque chose? J'en ai pas l'impression. Coach Gallon, je termine avec vous sur cette partie justement. Les solutions, quelles sont-elles quand on est à la place de Paul Le Guen, manager comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on a une emprise sur le recrutement et une emprise sur le secteur sportif absolu. On use de quelle ficelle pour inverser la tendance? Avant de te répondre à ta question, Sylvain, toi, ce qui démontre aussi dans ce club peut-être un problème, c'est qu'on n'a pas trop parlé quand même de l'éviction de l'entraîneur des féminines, qui est quand même quelqu'un qui était important au club et qui était là depuis de nombreuses années. C'est un pan de l'histoire, Thierry Huvenard, évidemment. Et on ne nous a pas donné trop d'explications par rapport à ça. C'est peut-être qu'il dénote aussi quelque chose à l'intérieur du club. Peut-être que lui, il ne s'est pas retrouvé dans ce qui se passe et qu'il a souhaité pas. Enfin, il y a peut-être diverses choses, mais ça montre quand même un problème. La deuxième chose, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Quand vous faites confiance à un groupe pendant 3, 4 matchs, 5 matchs, 10 matchs et qui ne vous apporte pas satisfaction, il faut apporter du sang neuf. Le sang neuf, il est où? Par des joueurs, soit qui sont sur le banc et qui manquent de temps de jeu, soit par des jeunes de la réserve, du groupe Pro 2, qu'on feint, qui a des joueurs de qualité en plus au Havre. Et c'est peut-être le moment de faire monter ces jeunes joueurs-là. Et le fait de faire monter ces jeunes joueurs-là, ça ne veut pas dire qu'on exclut un peu les cadres ou ceux qui ont l'habitude de jouer, mais peut-être que ça va être aussi quelque chose qui va les remobiliser, qui va les remettre dans le sens de la marche, pour après avoir un groupe plus étoffé et faire marcher la concurrence si les résultats reviennent. Mais je ne sais pas si Paul Le Guen en est là aujourd'hui. Ouais, ça va être toute la question justement. Merci messieurs d'avoir débriefé, analysé et apporté vos éclairages sur cette équipe du Havre. On le rappelle, dans une situation très fâcheuse à 5 points seulement de la zone de relégation. Les Havrais, ils auront l'occasion de se racheter contre une équipe dont on va parler également dans l'émission voisine du Club Malherbe. C'est l'équipe de l'En Avant Guingamp, le Havre Athletic Club En Avant Guingamp. Ce sera samedi à partir de 19h. Passez une très bonne semaine à l'écoute de Tendance Ouest et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club Hack. Podcast by Tendance Ouest.